Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session de la matinée du CX Summit, édition spéciale Waouh! Dans cette session, on va parler ensemble de la checklist pour mettre en place ou faire évoluer votre solution de centre de contact. Et pour animer cet atelier, j'ai le plaisir de recevoir un de nos experts en solutions de centre de contact, Nicolas Destrin. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour Fred, merci de m'accueillir. Donc moi je travaille chez Loquant depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai fait du déploiement de projet pendant une dizaine d'années et j'accompagne maintenant les équipes commerciales dans la présentation de nos offres en phase d'avant-vente. Donc plusieurs dizaines de projets de centre de contact. Donc justement, tu vas nous donner ta petite checklist secrète pour qu'un projet de centre de contact soit une réussite. Alors si on commence par le début, quels sont les 3 piliers qu'il faut respecter pour qu'un projet de centre de contact soit un succès? Alors les 3 piliers, ça commence déjà par la préparation du projet. Ensuite, une phase de consultation, donc bien organiser la consultation du marché des différents prestataires susceptibles d'intervenir. Et puis enfin, bien évidemment, la phase de gestion de projet pendant laquelle on travaille à la mise en place du centre de contact. Alors justement, on va travailler ces fameux 3 piliers. Retenez bien 3 piliers. Petite astuce pour ceux qui veulent gagner un concours. Donc les 3 piliers d'un centre de contact. Le premier, en fait, on parle un petit peu de cartographier le parcours client. Alors pourquoi c'est important de le faire? Alors c'est une phase prépondérante et très importante dans la phase de préparation. L'objectif, c'est de bien identifier les types de demandes clients à adresser, ce qu'on souhaite inscrire dans le parcours client du centre de contact. Sur quel type de canaux, donc les supports? Est-ce qu'on va sur de la voix seulement? Est-ce qu'on déploie du chat, de l'email, réseaux sociaux, vidéo, enfin voilà, tous les canaux modernes? On peut très bien phaser en disant téléphone, email et ensuite du chat, Absolument, du chatbot, ça du fait partie callbot. aussi des sujets, alors c'est plus dans la phase de consultation que dans la phase de préparation. Cette cartographie, elle consiste à identifier tous les points d'entrée des clients au niveau interaction, que ce soit des interactions commerciales ou des interactions côté support. L'objectif aussi, ça va être d'adapter les outils sur les différents canaux, de savoir sur quels canaux et sur quels outils on s'appuie en interne pour traiter les demandes. L'objectif, c'est de clarifier et de clarifier la direction qu'on va prendre côté relations clients en faisant une photo de l'état des lieux et puis en commençant à définir un peu les objectifs et la cible de déploiement. Ça, c'est important, clarifier ce qu'on veut atteindre et quel objectif. Alors ensuite, quel travail en fait on doit mener en amont de la réalisation du cahier des charges? On verra, le cahier des charges, c'est vraiment important, ça permet de clarifier son idée. Qu'est-ce qu'on doit voir en fait avant de faire ce cahier des charges? Alors, le premier sujet, c'est de faire une expression de besoin claire. Pour ça, on travaille avec les gens du métier, avec les décideurs et avec toute l'équipe qui va être organisée côté projet. Un deuxième point qui est un point positif, mais qui n'est pas forcément nécessaire, c'est d'être au courant du marché, de savoir un petit peu le type de solutions qui existent, quelles sont les tendances du marché de la relation Les client, innovations. qui évolue très rapidement, effectivement, les évolutions, les innovations, de savoir ce qui se fait de mieux et de le dupliquer dans son propre projet, de savoir aussi quel est son budget, parce que c'est un élément prépondérant pour la suite. Bien en amont du cahier des charges, bien solliciter les équipes métiers, parce que c'est elles qui ont les éléments et les informations de ce qu'il y a à améliorer, de ce qui peut être mieux fait et de ce qui peut être déployé. Des blocs dans leur travail, ce qu'ils penseraient qu'il faudrait simplifier dans les choses. Vraiment les points noirs actuellement du centre de contact ou de la relation. Ah, absolument. Bien identifier quels vont être les contributeurs du projet, aussi bien dans la partie organisation que sur la partie métier. Encore une fois, très important d'embarquer les équipes métiers dans cette réflexion. Et puis cadrer le périmètre des interactions avec d'autres solutions gérées en général par les DSI. Alors les solutions en question, ça peut être le CRM, ça peut être des outils de ticketing, des choses comme ça, pour voir quelles sont les adhérences techniques et technologiques entre le centre de contact et la partie outils internes. Ouais, c'est vrai que de plus en plus, la tendance, c'est de vouloir avoir l'outil de centre de contact intégré dans son Salesforce, dans Microsoft CRM, pour que les agents n'aient pas des multi-fenêtres. Et ça permet d'avoir un confort quand même pour les agents. Absolument. Alors, il y a plusieurs écoles sur ce sujet. On a des clients qui vont souhaiter avoir le centre de contact directement intégré dans le CRM et faire travailler leurs agents et leurs conseillers directement sur le CRM. On a des clients qui préfèrent travailler sur l'interface du centre de contact
et qui est elle-même interfacée avec le CRM pour récupérer les informations et envoyer les clients dans les bonnes branches et aux bons endroits du centre de contact, et à la fois pour récupérer les comptes rendus suite à la mise en relation au niveau du CRM, ce qui permet d'avoir une vue client exhaustive côté CRM, à la fois au niveau de son parcours et à la fois de l'évolution du client dans le temps. Donc c'est un choix soit intégré dans le CRM, soit à l'extérieur, selon en fait les spécificités des sujets Absolument. du client. Et en fonction du CRM aussi. Ouais, donc ça, c'était important en amont du cahier des charges, c'est-à-dire ce qu'on veut. Dans le cahier des charges, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Parce que c'est quand même quelque chose qui va permettre donc de cadrer en interne sa demande, mais également aux prestataires de chiffrer. Toi qui es vraiment au cœur du sujet, cher. Absolument. Donc le contenu d'un cahier des charges, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Donc déjà, clairement, commencer par présenter l'entreprise et son activité en fonction de si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le retail, dans une agence de voyage, enfin bref, quel que soit votre secteur d'activité, il y a des choses qui sont très spécifiques en fonction des différents secteurs. Ensuite, bien identifier les interlocuteurs et les contributeurs projets, donc le périmètre métier, le périmètre organisationnel. Décrire le plus précisément possible les attentes au niveau de l'organisation du service client, donc comment ça va se gérer, sur quel type de médias et avec quelles différentes activités. Des services, des compétences, ça c'est vraiment important. Absolument. Autre point important, ça va être tout ce qui est les éléments de tout ce qui est volumétrie, donc éléments de volumétrie. Aspect saisonnier, on a des clients qui ont des pics d'activité sur une partie de l'année. Je pense notamment à un client un gros vendeur de jouets au niveau national en France, qui va avoir une activité très importante en cette période actuelle, là, justement, entre novembre et décembre. Donc la saisonnalité, c'est autant important pour la partie déploiement que pour la partie projet, parce qu'on sait que ces périodes-là de forte activité ne sont pas forcément les meilleures et les plus propices à un déploiement efficace et serein. Bien décrire également dans le cahier des charges toutes les fonctionnalités qui sont attendues. Donc ça, ça paraît un point évident, mais c'est très important. De plus possible rentrer dans les cas d'usage métier et dans les fonctions qui vont être indispensables lors de la mise en place. Prendre le temps aussi de décrire l'architecture existante, tant au niveau du centre de contact qu'au niveau des outils tiers qui vont être interfacés avec la solution de centre de contact. Je parlais d'outils de ticketing et de CRM tout à l'heure. Bon, typiquement, il faut savoir dans quels environnements sont déployés ces outils, comment ils sont accessibles, avec quelles contraintes et quelles possibilités. Il peut être bien aussi d'avoir une visibilité d'un pré-planning au niveau du cahier des charges et de proposer déjà en phase de consultation un lotissement de certaines activités. Tout dépend sur cette partie-là de si vous êtes primo-accédant à une solution de centre de contact ou si vous déployez pour la première fois un centre de contact. Le rythme de déploiement ne va pas forcément être le même. Mais de se poser la question, est-ce qu'on fait un déploiement d'abord d'un canal voix par exemple, puis d'un canal mail et enfin d'autres canaux un peu plus modernes, visio, les bots, etc. Ou est-ce qu'on souhaite un effet Big Bang, ce qui est toujours un risque pour un projet de centre de contact avec la mise en place de 3 ou 4 canaux le même jour, au même moment, à un instant T. Voilà. Et on termine sur un autre point qui est important dans le cahier des charges, c'est la grille de conformité, pour bien expliquer les fonctionnalités attendues, les fonctionnalités souhaitées par les équipes, et celles qui sont rédhibitoires et impératives, versus celles qui sont un peu plus de l'ordre du bonus ou du petit aspect positif en plus. Et tu nous disais, attention au cahier des charges trop simple et au cahier des charges liste au Père Noël, ça peut être un vrai danger? Absolument. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est les deux extrêmes qu'on a mis en avant sur la partie cahier des charges, mais effectivement, le cahier des charges trop simple est rarement suffisamment exhaustif pour apporter une réponse précise et complète en étant sûr de couvrir le besoin client. Et à l'inverse, le cahier des charges liste au Père Noël avec trop de modules sans savoir exactement ce qu'on veut en faire peut avoir aussi un effet de bord, à la fois pour le chiffrage, parce que déjà le coût du projet peut être beaucoup plus important que le coût réel, et puis la complexité, la multitude d'usages qu'on souhaite mettre en place est parfois un peu compliqué à mettre en place au niveau de l'accompagnement au changement. Ouais, faut plutôt se dire à ce moment-là, si je veux mettre, je sais pas, de la visio, je me dis tiens, dans un second temps, il y aura la visio. Est-ce que vous pouvez donner un chiffrage macro, mais pas perdre de temps là-dessus, et au contraire sur les fonctionnalités vraiment importantes, la voix, le mail, pourquoi pas le chat, etc. Là, bien décrire ce qu'on veut, comme tu disais, avec les fameux cas d'usage.
Très bien. C'est exactement ça. Alors ça, c'était donc la partie cahier des charges. On a vu également ce qui était important de se dire que le projet de mise en place d'un centre de contact, c'est un projet à la fois informatique, humain et organisationnel. Qu'est-ce que ça veut Absolument. dire en fait? Alors le côté informatique paraît évident, on touche clairement à des outils qui sont gérés de manière informatique. C'est un projet qui est très souvent collaboratif entre deux équipes projet. Donc il y a l'équipe projet client à minima et l'équipe projet du partenaire, du prestataire qui réalise, mais on peut avoir aussi des équipes de consultants qui viennent assister le client soit dans la préparation de son projet, soit dans la réalisation, soit dans la rédaction du cahier des charges à l'appel d'offres. Donc la collaboration ne se fait pas tout à fait de la même manière en fonction de s'il y a 2 ou 3 acteurs. Donc c'est de toute manière un projet qui est co-géré entre les différents intervenants côté projet. Et d'ailleurs, tu me disais que parfois, entre le début de l'expression de besoin et ce qui était réellement mis en place, parfois, il y a des évolutions parce que justement, on s'adapte, on découvre des choses. Absolument. C'est important d'avoir ces ateliers participatifs. Absolument. Et puis que le métier de la relation client est vraiment un métier dans lequel le conseil et l'expérience a son importance et que le client a rarement tous les éléments pour prendre des décisions sur l'ensemble des sujets en phase de préparation et en phase de rédaction. Donc, dès qu'on met le nez dans le projet et qu'on commence à mettre en place les choses de manière opérationnelle, on a souvent des petits ajustements à faire par rapport aux besoins, soit sous la forme de conseils, soit sous la forme de nouvelles fonctionnalités qui n'avaient pas été anticipées par le client. On verra tout à l'heure, on en parlera un petit peu, on a quelques cas clients comme ça de fonctionnalités qui ont été déployées alors que non prévues parce que ça correspondait exactement aux besoins des clients en question. Oui, par exemple, faire des fils VIP, c'est-à-dire quelqu'un VIP, automatiquement il va être tagué comme VIP, il va passer devant ceux qui sont derrière, des priorités, des choses comme ça, ou des tickets de rappel que les gens se disent « Ah bah non, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé ». Et quand tu discutes dans les ateliers, tu dis « Ah bah attendez, on peut vous faire ça ». Absolument, c'est exactement ce type de cas qu'on est susceptible de mettre en place et sur lesquels on accompagne nos clients pendant la phase de déploiement. Un autre aspect important de la partie projet et en fonction de la dimension du projet et du périmètre, c'est un point qui est important à ajuster, c'est tout ce qui est suivi de comitologie. Donc par quel comité l'avancement du projet va être suivi, à quelle fréquence. Nous, de manière générale, on préfère faire des comités projets de manière assez régulière et assez fréquente, en l'occurrence à minima et de manière hebdomadaire, pour suivre très régulièrement l'avancement du projet avec le client et identifier les éventuels freins ou les éventuels problèmes liés au déploiement. On a également un comité de pilotage de manière mensuelle ou bimensuelle, comité de pilotage qui intègre un peu plus les décideurs et les sponsors du projet, de manière à suivre, voilà, encore une fois, avec un peu plus de hauteur, moins dans l'aspect opérationnel, mais avec un peu plus de hauteur, vérifier qu'on est toujours dans les clous et que le projet avance correctement. Et enfin, un point qui est primordial sur cette partie organisation et déroulement du projet, c'est de bien impliquer les équipes métiers dès le début du projet. Ça offre 2 garanties qui sont prépondérantes. La première, c'est d'être sûr, de se donner une garantie supplémentaire que les outils livrés sont en adéquation avec le besoin, parce que personne ne connaît mieux le besoin que les équipes métiers. Et le deuxième sujet, c'est que ça fait partie de l'accompagnement au changement, de prendre en compte les besoins et desiderata des futurs utilisateurs. Alors là, donc, on va revenir sur quelques fondamentaux de la gestion de projet d'un centre de contact. Qu'est-ce que sont les éléments clés pour toi qu'il faut vraiment surveiller et ce qu'il faut faire attention lorsqu'on met en place une solution de centre de contact? Alors, un des premiers aspects, c'est tout ce qui est organisationnel. Bien s'assurer que l'organisation côté client et l'organisation côté prestataire sont en phase, en mirroring, comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire que le même type d'organisation pour la mise en place, si on a 20 chefs de projet côté client et un seul côté prestataire, ça risque de poser un souci. Donc le premier, c'est de se mettre d'accord sur l'organisation, qui fait quoi, qui pilote quoi et qui livre quoi pendant la phase d'avancement du projet. Bien garantir que dans l'organisation projet, à la fois côté client et à la fois côté prestataire, on a le temps de faire ce qu'on a prévu de faire à chaque étape. Libérer du temps pour les équipes à ce niveau-là et se donner les garanties que chaque étape sera bien réalisée à la fois côté client et à la fois côté prestataire. Un autre sujet qui est prépondérant, c'est de bien préparer les ateliers techniques et les phases de spécification, puisque c'est là où on va définir concrètement ce qui va être réalisé.
Donc les ateliers sous forme d'échange à la fois sur des choses qui sont déjà prédéfinies dans le cahier des charges et pré-imaginées par le client. Mais encore une fois, je reviens sur l'aspect conseil pendant la phase de mise en place. Souvent, on ajuste un petit peu et on donne de bonnes idées à nos clients pour améliorer les choses. Ces ateliers en général, on les organise par type de média ou par type de flux client. Donc on parlait de cartographie des flux tout à l'heure, c'est très important de bien identifier justement pour cette phase d'atelier. Et cette phase va découler sur une phase de spécification pendant laquelle le chef de projet va décrire précisément ce qui a été convenu au niveau de la mise en place pour être sûr qu'à l'arrivée, on saura mesurer la bonne réalisation du projet. Ensuite, il y a toute une partie accompagnement au changement. Donc, je reviens sur cet aspect-là. Je vais insister parce que pour moi, c'est prépondérant et c'est une des grandes clés de différence entre un projet réussi et un projet qui ne l'est pas. Impliquer les opérationnels à toutes les étapes. Donc, que ce soit les intervenants techniques, que ce soit les intervenants métiers. L'identification des contributeurs a permis de savoir qui doit contribuer à la réalisation du projet. Une fois qu'on a fait ça, dans la vraie vie et dans l'opérationnel, il faut les impliquer de manière très régulière, à la fois dans les prises de décision et à la fois dans les choix qui sont faits au niveau technologique. Ouais, c'est vrai qu'on a fait ensemble parfois des comités de pilotage et c'est vrai qu'on voyait que les gens du projet disaient « Ah, mais je pense que ça marche comme ci, ça marche comme ça ». Et dans les faits, quand on demandait aux opérationnels « Mais non, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça que Absolument, ça marche ». Ça fait partie des écarts justement pour lesquels c'est important de solliciter. Et c'est pour ça que tu dis souvent, il faut demander aux équipes métiers, est-ce que vous avez vu les impacts sur les équipes métiers? Absolument. Et ça permet de se dire, finalement, il ne faut pas imaginer comment ça se passe, mais il faut savoir comment ça se passe. Absolument. Autre point, on a souvent des process qui sont déjà en place, des habitudes qui ont été prises autour d'usage, soit avec une solution antérieure, soit avec sans solution, justement. Mais des process ont déjà été mis en place. Ne pas hésiter à revoir ces process-là et à les rechallenger pendant la phase de projet, parce que c'est l'occasion de s'améliorer justement et de rajouter encore plus que ce qu'on avait prévu de mettre. Ouais, c'est vrai, on a eu comme ça quelques clients qui ont fait des accords cadres sur le temps de travail et qui finalement ont profité de la mise en place du centre de contact pour annualiser et se dire finalement il y a certaines saisons, des gens qui sont dans le domaine des piscines et d'autres qui sont dans le domaine du gaz, tu as dit dans le domaine des jouets et même de l'électricité. Enfin bref, dans beaucoup de domaines, il y a des pics comme ça et ils en profitent en disant tiens, on va changer les horaires, on va changer on va moduler un peu tout ça et le centre de contact permet tout de suite de gérer ça avec des horaires et des présences et des plannings organisés. Absolument. Tous ces outils-là, ça permet de rassurer les équipes et de se garantir qu'on maintient tout le monde impliqué tout au long du projet et avec une cible qui soit convenable pour tout le monde. Autre point important, c'est toute la communication par rapport à l'avancement du projet. Donc communiquer régulièrement sur ce qui est mis en place, ce qui est déployé, et le faire à la fois auprès des clients, mais aussi à la fois auprès des clients de nos clients, lorsque les nouveaux médias, les nouveaux canaux typiquement sont déployés. Et dans cette phase d'accompagnement au changement, un des derniers sujets qui est primordial, c'est de bien identifier les freins éventuels et les actions à mener pour les lever. Ça peut être des freins liés à des habitudes, ça peut être des freins liés à des données RH, comme tu évoquais l'annualisation des contrats. Ça peut être des freins technologiques. Donc tous ces sujets-là doivent être identifiés et traités de manière à, encore une fois, lever tout ce qui ne va pas faciliter l'avancement du projet. Un autre outil qui est important pour la gestion de projet, c'est ce qu'on appelle la gestion des risques. Donc l'identification le plus tôt possible des risques potentiels. Et chacun de ces risques doit être évalué en termes de probabilité d'occurrence et en termes de gravité d'occurrence. Et en fonction de cette matrice risque identifié, probabilité et gravité, on voit quelles actions sont à mettre en place en face pour lever et gérer les risques de manière optimale pour minimiser l'impact sur le déroulement du projet. C'est vrai que c'est une des spécificités d'Eloquent, c'est d'avoir cette certification ISO 27001 qui justement comprend cette méthodologie en fait pour essayer de faire en sorte que, on identifie les problèmes, on anticipe, etc. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a cette certification et ça sert de socle de base pour toutes les équipes et anticiper les problèmes, c'est le meilleur moyen de ne pas en avoir, quoi. C'est ça. Et sur la méthodologie, atelier, cadrage, spécification, c'est la première phase. Donc, au niveau du lancement projet, on organise tout de suite les ateliers et on planifie la suite.
Derrière, pendant cette phase-là, les échanges avec le client et les équipes métiers sont vraiment très importantes et doivent être vraiment très détaillées. Ensuite, on passe plutôt dans une phase de réalisation et d'intégration, phase pendant laquelle les équipes du prestataire réalisent et mettent en place le paramétrage, les interconnexions, etc., et les différentes intégrations qui peuvent être nécessaires côté projet. Ensuite, on passe plutôt dans une phase de recette formation. Donc là, ça, c'est une phase aussi qui est primordiale pour la partie projet, puisque c'est là où le client valide que ce qui a été livré correspond à ses attentes, autant les équipes métiers que les équipes projet. Donc c'est une phase où il est un peu sollicité et qui nécessite de prévoir un peu la disponibilité des différents intervenants au niveau de l'organisation client. La phase de formation pour finaliser tout ce qui est accompagnement au changement, rassurer les équipes, bien leur montrer que tout a été pris en compte et tout est conforme à ce qui avait été évoqué avec eux en atelier. Et puis après, on passe sur la phase de mise en production avec le déploiement des lots de manière progressive et puis le suivi de ces déploiements à travers une phase de VSR qui permet de garantir qu'une fois le produit déployé en production, tout correspond également aux attendus. Ouais, justement, tu nous as préparé une petite slide sur cet aspect, ce qu'on appelle la VABF et le VSR. Donc, les gens qui ne sont pas familiers, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est et en quoi, en fait, cette méthode Eloquent est vraiment faite pour accompagner? C'est une des spécificités d'Eloquent versus les concurrents, c'est qu'on a vraiment un accompagnement fort et on veut s'assurer qu'avant de cliquer sur le bouton on met en live, que tout soit OK. Donc ça, cet aspect recette, VABF, VSR, ça c'est quelque chose d'essentiel. Absolument. Alors la VABF, c'est la validation d'aptitude au bon fonctionnement. C'est quelque chose qui se fait avant la mise en service. Donc on est encore dans une phase où les choses peuvent être adaptées, modifiées. Et donc c'est la phase de recette principale parce qu'elle offre encore la flexibilité de bouger facilement les choses. Des petits coups de tournevis. Voilà, exactement. D'ajuster à travers les petits coups de tournevis à droite à gauche. Cette phase-là, elle nécessite quand même pas mal de temps d'intervention côté client, à la fois côté métier et à la fois côté projet, comme je l'ai dit. Donc c'est une phase qu'il faut planifier, anticiper bien en avance de phase. Éventuellement, ne pas hésiter à former les gens qui vont faire la recette chez le client en amont pour qu'ils soient vraiment le plus à l'aise possible avec l'outil et que la recette se passe de manière fluide et efficace. Encore une fois, moi je préconise dans cette phase-là de faire tester la solution par les équipes métiers, quitte à former un petit groupe de bêta-testeurs chez le client pour vraiment aller jusqu'aux détails les plus fins de la solution qui est mise en place et du paramétrage. Et tu m'as dit tester avec des vrais scénarios, parce que, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Absolument. Tu peux très bien appeler au téléphone, oui, ça marche bien, mais est-ce qu'on a vraiment testé tous les cas Absolument, mais ne pas hésiter aussi à se faire passer pour le client final pour faire des tests et vérifier que la solution, effectivement, correspond à ce qui est souhaité. C'est aussi cette phase de VABF l'occasion de vérifier que les objectifs sont atteints au niveau fonctionnel et au niveau parcours client. Donc, comme tu le dis, ne pas hésiter à tester de bout en bout et à vraiment tordre l'outil, on va dire, dans tous les sens pendant la phase de recette. Et puis, c'est également celle qui va permettre de donner le go, c'est-à-dire que côté client, c'est cette phase-là qui va permettre de dire c'est bon, on y va, on lance en production et on démarre le projet. Alors, c'est quoi la VSR? Tu nous as parlé tout à l'heure, la VSR, c'est quoi ce terme technique? Alors, la VSR, c'est la validation... Chantal est très curieuse, la voix est en train de me dire, mais VSR, c'est quoi ça? C'est la validation en service régulier. Donc, cette phase-là, c'est une phase qui suit la mise en production. Donc, on est déjà en service, la plateforme tourne et les clients l'utilisent. C'est une phase qui dure en fonction des projets entre 1 mois et 2 à 3 mois sur les plus gros projets. Et c'est une phase pendant laquelle on vérifie qu'en service régulier, donc, le centre de contact fonctionne comme on l'attend, qu'il tient la charge, qu'il n'y a pas de choses qui ont été oubliées ou qui n'ont pas été vues en phase de recette. Et c'est encore une phase pendant laquelle on s'autorise à modifier quelques petites choses pour ajuster si besoin en fonction des éléments qui sont identifiés. Ok Nico, merci pour cette checklist. Un dernier point, est-ce que tu as un exemple d'effet waouh au centre de contact? Et ensuite on passe au concours et aux questions-réponses. J'ai plein d'exemples d'effets waouh. Je vais t'en donner 2. Un pour les clients de nos clients. On a un client qui avait déployé le centre de contact il y a 3 ans de ça initialement, sans penser à mesurer la satisfaction client derrière. Et donc on l'a aidé à mettre en place les outils de mesure de satisfaction. On parlait d'avis dans la session précédente, typiquement ça fait partie des sujets qui sont adressés, même si là on était plutôt sur de l'enquête post-appel.
Et le client a décidé derrière de mettre en place une cellule de traitement de l'insatisfaction. Donc on avait une remontée en temps réel auprès des managers des clients insatisfaits suite à leur contact, que ce soit pour du support ou pour du suivi de commande. Et ça permettait à une cellule de managers de 3 personnes de rappeler directement en temps réel les clients insatisfaits. Et quand on a pris le temps en tant que client de laisser un avis négatif par rapport à une prestation et qu'on est rappelé dans la demi-heure par un manager qui va vous expliquer que on peut retourner le sujet et corriger le problème, finalement corriger le problème et trouver une solution qui est entendable et acceptable pour le client. Voilà, c'est juste un effet. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est alors cette fois-ci, c'est nos clients qui ont particulièrement apprécié le sujet. On était parti sur un centre de contact voix, mail et chat. Et finalement, on a rajouté le canal visio pour faire des préparations d'intervention à domicile. L'objectif étant, pour notre client qui était dans le domaine de l'énergie, de valider qu'avant d'envoyer un technicien chez un de ses clients, entre guillemets, tous les prérequis étaient bons pour l'installation et pour l'opération technique qui était prévue. Et ça lui a permis de diminuer de 20% le nombre de déplacements de ces techniciens sur site. Et donc le ROI était assez évident et assez rapide à mettre en place. Alors Chantal qui nous dit qu'il y a plein de questions, des gens qui ont beaucoup de questions pour toi Nicolas. Alors le concours et ensuite on passe direct aux questions. Alors la petite question pour gagner le livre de Guillaume Antonietti, est-ce que vous êtes tous devant vos écrans prêts à taper? La voici. Combien y a-t-il de piliers pour réussir un projet de centre de relations clients? Combien y a-t-il de piliers? On attend donc un chiffre. Alors est-ce qu'il y a des questions pour Nicolas? Alors les questions. Nous avons Romain qui demande quels sont les critères prépondérants à préférer une intégration dans le CRM plutôt qu'une interface spécialisée de centre de contact? Alors c'est une très bonne question ça Romain. Alors ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre notamment du type de CRM que vous utilisez. De manière générale, le CRM aujourd'hui, c'est quand même la connaissance, le centre de connaissances côté client, et c'est là où le parcours client 360, le fameux parcours client 360 doit être inscrit. Donc il y a 2 cas qui vont permettre de décider. Encore une fois, il y a 2 possibilités. Soit on intègre directement le centre de contact derrière le CRM, et au niveau interface, le côté relation client peut être un peu limité sur certains aspects. Je pense notamment à tout ce qui va être média écrit particulièrement. Quand on est sur du vocal ou sur du média vidéo, le fait de passer directement dans le CRM ne va pas trop poser de questions et de pas trop poser de problèmes particuliers. À partir du moment où on est sur du média écrit, le fait d'être aidé par des bases de réponse type, des fonctionnalités d'aide à la rédaction, des bases de documentation type, je pense à des devis, à des documentations techniques, à des documentations produits. Souvent, l'interface de centre de contact est plus adaptée à la gestion efficace du client que le CRM. Dans les 2 cas, on sait s'interconnecter avec le CRM et on peut très bien se dire, pour la partie voix, je suis dans mon CRM, je clique sur le numéro d'un téléphone d'un de mes clients et ça va lancer l'appel directement sans passer par le centre de contact. À l'inverse, quand je vais aller traiter une demande par mail ou un dossier client par mail, moi je préconise plutôt de passer par l'interface du centre de contact. Quitte à ce que cette interface soit pluguée bien évidemment avec le CRM, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois router les médias écrits en fonction des données clients qui sont contenues dans votre CRM, mais aussi remonter dans le CRM en fin d'interaction le type de demande et les informations souhaitées pour que les informations de suivi du client dans le CRM soient complètes. Alors Chantal, est-ce qu'il y a une autre question pour Nicolas? Tout à fait. Jean-Christophe qui demande comment faire le bon choix pour allier ERP et CRM entre compatibilité et cahier des charges, choix facile sur des stations importantes, Salesforce par exemple, et moins sur des ERP et CRM plus modestes. Alors effectivement, c'est une question qui est assez vaste et qui dépend énormément de l'environnement technique. Bon, encore une fois, je préconise que le CRM soit la base du suivi de la relation client et tout va dépendre du niveau d'ouverture entre le CRM et les outils tiers. Sur les grands CRM classiques du marché, MS Dynamics, Salesforce, on a toutes les ouvertures nécessaires qui permettent de mettre en place les interconnexions avec le centre de contact.
On a encore des clients qui sont sous AS400 parfois, avec des systèmes un peu plus compliqués au niveau interface. Et là, il peut se poser la question, en même temps de passer sur un nouveau centre de contact, éventuellement de migrer sur une solution CRM un peu plus récente et un peu plus ouverte. C'est vrai qu'on fait du sur-mesure, on se connecte avec du Celsi, même du ServiceNow, pour du ticketing. Donc on fait du sur-mesure et c'est vrai que le choix du CRM, c'est vraiment selon vos spécificités métiers. Souvent, on se dit qu'il vaut mieux avoir un CRM qui est moins connu, mais qui est déjà des verticaux, des clients qui sont dans le secteur d'activité, plutôt que prendre un standard et devoir faire du spécifique qui va être pas forcément adapté, il y aura des coûts, etc. Alors, une autre question, Chantal? Oui, donc Ricardo qui demande comment cela se passe quand on veut ouvrir plusieurs canaux, par exemple chat, email, téléphone en même temps. Que nous conseillez-vous de faire? Alors Ricardo, ce que je conseille, ça dépend un peu de la base depuis laquelle vous partez en fait. Si vous avez déjà un centre de contact déployé, notamment sur la partie voix, on peut très bien imaginer déployer sur une nouvelle solution la voix, le mail et le chat en même temps. Tout dépend de la richesse de ces différents canaux, tout dépend de l'appétence des équipes techniques à migrer sur des nouvelles solutions et de leur appétence à maîtriser ces nouvelles solutions. Donc il n'y a pas de règle d'or générique sur le sujet. Néanmoins, ce qu'on observe quand même de manière pratique, c'est qu'en général, les clients souhaitent déployer les médias de manière lotie, c'est-à-dire qu'on va déployer d'abord la voix, ensuite le mail, ensuite le chat, c'est souvent dans cet ordre-là. Même s'il arrive qu'on ait des clients qui souhaitent déployer le mail d'abord. J'en ai notamment un en ce moment à gérer pour qui c'est le cas. Et puis après, partir sur des médias un peu plus compliqués dans un second temps, type réseaux sociaux, vidéos, choses comme ça. Donc les cas finalement où on va faire l'effet Big Bang à déployer 3-4 médias en même temps, le même jour, sont finalement assez rares et nécessitent une connaissance et une appétence des équipes à la partie technologique qu'il y a derrière. Et toujours, comme tu l'as dit, plutôt faire des pilotes avec des petites équipes, avec des petits services avant de tout changer tout d'un coup, parce que Absolument. ça permet d'aller vraiment vérifier qu'on est bien, surtout si on fait plein de canaux. Si on fait un canal comme la voix, ça va, mais si c'est 3 en même temps, on va plutôt lotir. C'est ça. Alors Chantal, une autre petite question. Allez, une dernière, et je vais donner en même temps le nom du gagnant. Donc c'est Romain Balandras qui a répondu le plus rapidement sur cette question. Ben, bravo Romain. Alors Et ben, c'était pour- quoi la réponse, Chantal? C'était les 3 piliers, Ah. évidemment. Donc il nous restera des livres à gagner, donc soyez attentifs cet après-midi lors de nos prochaines sessions. Et puis ben, la dernière question, je vais en choisir une. Allez, Zoé qui demande, est-ce que vous faites aussi des outils de self-care comme des chatbots, callbots, FAQ? Alors absolument. Alors, les outils de self-care ne sont pas des médias en eux-mêmes, mais sont des outils qui vont permettre à l'intelligence artificielle qu'on met derrière de gérer effectivement du self-care. Alors soit sur les appels, soit sur la partie chat. En général, on fait moins de self-care sur la partie mail de manière il y a des exceptions, mais la règle est qu'en général, on ne fait pas trop de self-care sur la partie mail. Sauf sur tout ce qui est aspect formulaire web ou des choses comme ça, où là, il y a des possibilités côté site. Et donc, effectivement, nous, on fournit des solutions d'intelligence artificielle pour gérer ce type de demande de manière automatisée. Alors, ça a un double intérêt. Premier, ça permet de répondre de manière très efficace aux demandes des clients en quasi temps réel et de manière très simple. Et donc, ça, c'est satisfaisant en tant que client comme expérience de contact de son centre de contact. Et le deuxième intérêt, c'est que côté client, cette fois-ci, utilisateur du centre de contact, donc les agents, ça leur permet de se concentrer sur des tâches qui ont une valeur ajoutée bien supérieure et donc de rendre le métier, j'ai envie de dire, un peu plus intéressant et un peu plus satisfaisant pour les conseillers. Ouais, mais c'est vrai qu'on a par exemple des clients avec des fortes saisonnalités. Tu as parlé dans le jouet. Si vous allez Oui, il y a cet intérêt-là aussi. dans le domaine du jouet, dans un gros leader avec un lion en logo, si vous allez sur leur site, il y a un chatbot qui est là pour absorber, parce qu'on a les demandes qui sont multipliées par 5 ou 10 à un moment de saisonnalité. Dans le gaz aussi, il y a un bot, en fait, un gros acteur du gaz. On voit bien qu'il y a des pics dès qu'il fait froid, donc en fait, forcément, le bot est là pour prendre les commandes, gérer les demandes de prix. Dans le domaine des piscines aussi, il y a des pics. Et puis autrement, c'est vrai que, comme tu l'as dit, quand il y a beaucoup d'agents au centre de contact, c'est bien de pouvoir absorber 10-15% des appels. Et c'est vrai que dans le domaine de l'énergie, on sait très bien qu'il y a des demandes importantes. Et justement, là, on a mis en place un callbot chez
le leader français de l'énergie, et c'est vrai que ça permet d'aller prendre des appels et de gérer en fait soit 24/24 des demandes, soit d'aller économiser du temps pour les agents. Absolument. Bon, bah, Tout à fait merci. raison, Fred. Bah, merci pour cette checklist, Nicolas. Merci On va à la toi de m'avoir suivre. reçu. Et merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Romain, Zoé. Chantal nous dit que on va passer cet après-midi à 14h sur la nouvelle série d'ateliers. On va parler de la gestion de la satisfaction et l'insatisfaction avec la marque et surtout le Complete Model de la Compagnie des Alpes. Très intéressant pour justifier le ROI des enquêtes de satisfaction. On parlera aussi de l'efficacité du centre de contact. Tu parlais des nouveaux canaux de la visio et des bots, justement, on aura un atelier là-dessus. Et on finira par un atelier Waouf. Donc je vous souhaite à tous un bon appétit et on se retrouve dans à peu près 1h30. À bientôt.